Bien, eh bien bonjour Lionel. Bonjour Philippe. Alors, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Très bien. Lionel, nous voici rendus à notre volet numéro 8. Oui, On avance, hein? on avance. On avance. Ce volet, en fait, va parler de l'inconscient sous un autre angle, un angle que nous n'avons pas encore abordé. Tout à fait. N'oublions pas qu'il est tiré de ton enseignement majeur principal, Bien sûr. qui est l'inconscient, Dieu laïque. Le Dieu laïque. Le Dieu laïque. Aujourd'hui, donc, de quoi allons-nous parler? Aujourd'hui, nous allons parler de l'inconscient et sa philosophie. Et sa philosophie, Oui. entendu. Eh bien, écoute, Lionel, nous t'écoutons. Tu commencerais par quoi pour parler de cette philosophie? Mais la philosophie de l'inconscient, si tu veux, on pourrait la résumer comme la philosophie de l'instant. Et cela aurait commencé dès l'origine de notre monde matériel, c'est-à-dire dès le Big Bang philosophique. D'accord, ok. Et pourquoi l'instant? Alors, c'est-à-dire ce qui s'est passé dès le départ, hein, l'inconscient a mis le couvert, pourrions-nous dire, c'est que quand l'univers s'est créé, il a fallu qu'il y ait une particule qui soit matière et matière, et dans l'instant, il s'est provoqué une étincelle, et cette étincelle, vous allez voir les applications, elle va dans beaucoup de domaines nous concernant, c'est une étincelle de vie, et cette étincelle a créé ainsi la matière, donc les planètes, etc., ce qui a permis notre naissance dans cet univers. D'accord, entendu. Est-ce qu'il y a quelques principes génériques de la physique qui pourraient avoir un lien avec la notion d'inconscient? Ben oui, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans la physique quantique, c'est que la physique quantique prend pour exemple un proton qui capte l'électron pour le faire détourner de sa trajectoire en fait. Oui. Voilà. Et donc dans cette philosophie de l'instant, au moment où le proton prend cet électron, le fait dévier de cette trajectoire, l'instant est extrêmement important pour l'humanité et pour la philosophie de l'inconscient. D'accord, mais quel est le lien entre ce proton et cette notion d'inconscient ou de conscient, C'est-à-dire que le proton représente l'inconscient de l'homme, l'inconscient qui pour nous est dans l'estomac et les intestins, et qui va capter le conscient qui serait l'électron pour le faire dévier de sa trajectoire. C'est pour ça que dans les travaux, notamment en hypnose ou en méditation, oui, eh bien, on demande à l'inconscient de faire dévier le conscient d'erreurs, d'idées erronées, de concepts qu'il peut fabriquer pour pouvoir inventer une histoire qui n'existe pas ou pour survivre simplement. D'accord. Donc quand tu dis dévier de sa trajectoire, ça serait éventuellement pour le remettre sur le droit chemin? C'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire que le conscient raconte beaucoup de mensonges, fait beaucoup de prospectives, beaucoup de paranoïa, et donc l'inconscient est là pour rassurer le conscient, pour lui dire il n'y a pas de problème, reste calme, tout est sous contrôle. D'accord, entendu. Il y a une autre métaphore qu'on pourrait utiliser par rapport à la cellule, les cellules Oui. De l'être humain, entre autres. Nous Oui. savons que la cellule, elle est détentrice de l'ensemble de la connaissance, du savoir du corps. Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec l'inconscient? Mais oui, l'inconscient et la matrice de l'homme a dans sa cellule toute la mémoire de l'humanité, a toutes les réponses par rapport à ce que l'homme peut se poser comme question. Il a une réponse extrêmement simple, c'est-à-dire que l'ensemble des cellules de l'inconscient sont faites pour, d'une part, la survie, et la survie de l'espèce, et deuxièmement la finalité de l'inconscient, c'est la philosophie de l'instant. D'accord, donc ça on en reparlera un petit peu plus On en tard. reparlera un peu plus Mais en tard. tous les cas, donc cet inconscient, il est détenteur bien sûr donc du capital lié à l'être humain, mais même peut-être plus que cela, peut-être de l'ensemble de l'univers. Est-ce qu'on peut considérer ça comme ça? Tout à fait, c'est-à-dire que l'inconscient métaphoriquement parlant, représente l'univers en fait, tout simplement. Et le conscient de l'homme représente une planète. Voilà. Et quand la planète n'est pas sur la bonne trajectoire, eh bien l'inconscient, l'univers, peut remettre cet électron, si tu veux, ou cette planète dans le bon sens en fait. D'accord, entendu. Mais sur la voie de la vérité. Toujours. La vérité qui est la voie de la simplicité en fait. C'est-à-dire de le remettre sur son axe orbital qui soit un axe de vérité. Okay. Rappelons donc les bienfaits de l'inconscient. Quels sont ces bienfaits? Ils portent sur quelle dimension?
Mais les bienfaits de l'inconscient, c'est la non-pensée et c'est la non-souffrance. C'est-à-dire que l'inconscient a pour capacité d'apaiser l'homme dans son questionnement intérieur, en fait. D'accord. Et ça intervient quoi, au niveau endocrinal Oui, c'est ça. Il y a donc des neurotransmetteurs sur le plan endocrinal et hormonal où cet inconscient va réguler l'ensemble du corps, parce qu'il faut savoir que l'inconscient est un cerveau à part entière, qui a 100 millions de neurones, ça on l'avait déjà précité, et qui est connecté avec le conscient par le nerf vague. Oui. Voilà. Et donc il y a toujours une connexion entre le conscient et l'inconscient. Voilà. Et donc ce qui est moteur de l'être humain, c'est l'énergie chi, le dantian, les 4 doigts en dessous du nombril, c'est connu par les Chinois et les Japonais. Si tu mets les 4 doigts là, on n'est pas au nombril. 4 doigts en dessous du nombril. En dessous du nombril. Où se trouve l'énergie chi de l'être humain, qui permet à l'être humain d'être dans sa pleine capacité au niveau mental, au niveau neuronal, au niveau hormonal et endocrinien. D'accord. Il y a un thème que l'on n'a pas abordé, c'est la sexualité. Oui. Rapport entre l'inconscient et la sexualité ? L'inconscient, pour lui, c'est un cerveau entérique qui a pour vocation, de survivre et de procréer. C'est la procréation en fin de compte. Et la sexualité est extrêmement importante également dans la philosophie de l'instant, puisque la philosophie de l'inconscient, c'est la philosophie de l'instant. Et donc, lorsqu'on a un acte amoureux avec une femme, eh bien, on est dans l'instant. C'est-à-dire, on va créer une relation pour procréer, notamment un être humain ce qui permet donc à l'inconscient de pérenniser l'espèce par l'acte amoureux en fin de compte. Mais c'est très lié. Et c'est pour ça que dans le taoïsme notamment, qui est une philosophie chinoise, il parle que l'être humain doit avoir souvent des rapports avec la femme pour être en harmonie avec lui-même. Donc en fin de compte, on n'équilibre pas forcément l'être humain par la spiritualité uniquement orale ou par la pensée philosophique, mais également par l'acte amoureux, qui est un acte également philosophique très important. Parce que ce que tu sais pas peut-être, mais il existe une réflexologie sexuelle où l'organe de la femme comme l'organe de l'homme comporte des points d'acupuncture bien précis sur chaque partie génitale de la femme et de l'homme, et la connectique entre les deux, la connexion, donc la relation sexuelle entre homme et femme, crée à l'intérieur de l'ensemble des deux corps une régulation des hormones, et éventuellement la fertilisation de l'homme par la femme, qui va créer dans la philosophie d'instant un être humain, puisqu'en un instant, en un éclair, ça rejoint la création de l'univers, va créer l'être humain en un instant, en fin de compte. D'accord, donc un Big Bang. C'est encore un Big Bang, toujours pareil, matière-matière, en fait, va créer encore de la matière. Alors d'abord 2 choses. Ce thème de la sexualité nous paraît important. Oui. Ce qui fait que ce que l'on peut en dire, c'est qu'il y aura sans doute un 9e épisode qui portera spécifiquement sur l'inconscient et sa sexualité. Très bien, ça c'est pour le teasing. Alors revenons quelques instants, en fait Big Bang permanent. Big Bang permanent, oui. Notion de création, notion de procréation. Oui. On a vu que l'on pouvait établir des analogies avec quelques notions génériques, physiques, d'ordre physique. Face à cet inconscient, un obstacle, le conscient. Le conscient. Alors, ce conscient, donc on va, si tu le veux bien, on va s'aventurer à en parler au travers de la notion de temps. De temps, oui. Ce conscient, il est plus particulièrement soit dans le futur, soit dans le passé. Quand il est au présent, il parle. Malheureusement, c'est pas le meilleur chemin pour être en connexion avec l'inconscient. Alors, éclaire-nous là-dessus. Oui, parce qu'il dépasse la philosophie de l'instant. C'est-à-dire il est plutôt dans la permanence. L'inconscient dans l'impermanence. Donc on n'est pas au même niveau de conscience ni l'un ni l'autre. Donc il y a une dichotomie entre le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, lui, la seule chose qu'il pense, c'est la philosophie de l'instant. À partir du moment où le conscient quitte la philosophie de l'instant et va dans la philosophie du futur, la philosophie du passé, ben il se perd. Il se perd donc alors soit des programmes qui existent déjà en nous, si on parle du passé, c'est la mémoire, le souvenir, donc les digressions.
Les digressions, oui. Soit si l'on parle du futur, de la projection, de la construction, du fantasme, enfin, etc. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que le conscient est dans cette permanence et dans le passé et dans le futur. Aujourd'hui, on le voit dans nos sociétés, qui est la peur du lendemain, la peur de ne pas avoir de travail, la peur de ne pas payer ses factures, la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins dans le futur. Donc on est dans une société qui est projetée en permanence dans le futur et qui peut créer soit des psychoses ou des névroses qui sont très connues à cause de l'argent qui n'existe pas pour l'inconscient. Parce que là, pour l'inconscient, il veut quoi? Respirer de l'air pur, boire de l'eau, manger une nourriture saine et plutôt sauvage et non pas préfabriquée. Et donc à ce moment-là, il y a deux mondes qui s'affrontent. En tous les cas, le conscient n'est pas sur la bonne onde. Alors, le conscient n'est pas sur la bonne onde, il n'est pas sur la bonne fréquence en fait. Sur la bonne fréquence. Si tu veux, pour être sur la bonne fréquence, bon, c'est vrai que ceux qui ont beaucoup souffert, etc., qui ont des révélations, qui ont des déclics par rapport à eux-mêmes, comprennent que le conscient est quelque chose qui n'est que souffrance en fait. Et à ce moment-là, à partir du moment où l'être humain n'est que souffrance, eh ben, il va arriver à un moment de transe hypnotique, il ne va plus vouloir être en souffrance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des révélations, comme moi j'en ai eu par rapport à ma souffrance primitive, où je me suis mis sur une fréquence où je n'ai plus voulu retomber en dépression. Je n'ai plus voulu à ce que mon conscient soit prégnant par rapport à moi-même. Parce que si tu veux, mon conscient a failli me tuer en fin de compte, puisque je suis tombé dans des peurs paniques jusqu'à 27 pulsations à minute. Donc heureusement que j'avais un psychiatre à l'époque qui se taisait, donc je parlais beaucoup, ce qui a permis d'évacuer le trop-plein, etc. À logorée. Et après j'ai eu un déclic. Et quand on a un déclic par rapport à ça, il se passe un phénomène où l'inconscient, où le conscient et l'inconscient se marient. En fait, on rentre dans une transe hypnotique permanente et on se met sur une fréquence de pensée différente. C'est-à-dire que dès que, au niveau matériel, il y a quelque chose qui va nous faire rentrer en souffrance, on a une capacité d'inerter l'émotionnel pour dire je ne veux pas souffrir. Et là, on entre dans la non-souffrance en fait. Alors, ce qui est très intéressant, on va en reparler sous une autre forme après, mais je vais rester sur ce que tu dis là. On se rend compte dans l'histoire qu'un très grand nombre de gens qui ont découvert ou qui ont fait avancer, ou fait progresser, ont vécu des grandes souffrances. Oui. Pour ne parler que des domaines qui nous intéressent, Erickson. Dr Erickson. Dr Erickson était dans la souffrance, Bouddha était dans la souffrance, ne l'oublions pas, on en reparlera, etc. Donc manifestement, ça n'est pas obligatoire, mais très souvent, c'est le chemin qui a été emprunté par ces personnes. C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, les êtres les plus spirituels, ce sont ceux qui ont le plus souffert. Et il y a une phrase biblique qui est assez amusante qui dit « Seuls les gens des ténèbres verront la lumière ». Et oui, et ça rejoint également la grotte de Socrate. De Platon. De Platon, ouais, c'est pas grave. La grotte de Platon, où justement on est tourné vers son ombre, du conscient, et on ne voit pas la lumière de l'inconscient qui est dans son dos, dans la métaphore. Alors que dès qu'on voit la lumière à l'intérieur, qu'on sort de cette souffrance-là, eh bien à ce moment-là, il y a une sorte de dérévélation qui s'effectue et tout ce qui paraissait important ou projectif auparavant ne l'est plus. Puisqu'en fin de compte, de cette souffrance, on va en tirer une philosophie de l'instant et on va vivre chaque instant au moins 10 fois plus ou 100 fois plus que les autres. Et c'est très connu que lorsque les personnes ont des accidents de voiture ou vont échapper à la mort de peu, etc., quand ils ressuscitent, entre guillemets, quand ils reviennent à la vie, eh bien, ils ont une compréhension de la vie, ils ont traversé le miroir beaucoup plus puissante et ça leur permet à ce moment-là de goûter à la philosophie de l'instant tous les jours et il ne faut pas forcément pour cela rentrer dans des méditations, etc., par rapport à avoir cette connaissance, mais c'est vrai que la souffrance est un chemin initiatique qui mène justement à une forme d'extase et de félicité pour tous ceux qui ont beaucoup souffert. Alors c'est amusant ce que tu dis, c'est un sujet dont on a peu parlé d'ailleurs ensemble. Near Death Experiences, les personnes qui ont traversé le couloir, oui. Tu sais, qui sont même parfois considérées comme mortes cliniquement. Et ce qui est absolument spectaculaire, c'est que lorsqu'elles reviennent à la vie, oui. pour peu qu'elles l'aient quitté ou pas, elles sont unanimement toutes
dans une forme de sérénité, dans une forme de quiétude, et prête à faire part de charité, de dons, de générosité, et dépourvue en tous les cas de peur. Tout va bien. Elle semble avoir rencontré une certaine révélation pour rester simplement dans ce mot-là. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est se mettre dans un état de transe, en fait, une transe permanente, où tout ce qui l'envoie qui est difficile nous traverse le corps, passe au-dessus de notre tête, afin que nous soyons encore plus calmes, en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une capacité aurique d'inerter toute l'énergie négative de l'extérieur, en fait, et on a une compréhension de la vie qui se simplifie au maximum, parce qu'il y a eu des personnes qui ont été très riches, qui ont abandonné leur fortune, qui ont compris que le matériel était quelque chose qui faisait souffrir, et qui ont couru les routes, soit en mendiant, soit en vivant de charité. Ça existait, lorsqu'on est dans des transes extraordinaires, on est en capacité d'abandonner tout ce qui est d'ordre matériel. On va reparler justement de ce mot révélation. Une idée me vient en t'écoutant, je pensais au monde de la photographie, le révélateur. Oui. Alors tu me dis si tu es d'accord avec ce que je vais te proposer. Bien sûr, bien sûr. Et si le conscient, on pouvait le considérer comme un négatif, qu'on tremperait dans le révélateur, dans un bain qui serait l'inconscient. Oui. Est-ce que l'image te conviendrait ? Complètement, au niveau métaphorique. D'accord. Complètement. De toute façon, le terme baigner dans la félicité ou dans l'extase, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que les personnes qui ont affronté des moments compliqués ou le couloir de la mort, comme on dit, etc., lorsqu'ils baignent dans un bain de l'inconscient, ils sont dans une félicité permanente où le conscient n'a plus voix au chapitre. C'est terminé. Et en fin de compte, on est plus à ce moment-là dans le don permanent. C'est-à-dire on se met à donner d'une manière permanente tout ce que la vie nous a donné, puisqu'on a une préscience, une connaissance de la vie, l'essence même de la vie, et à ce moment-là, on pratique la philosophie de l'instant à tout moment. Et tu vois là encore, en t'écoutant, un mot me vient, tu parles de connaissance, et dans le fait de vouloir donner, est-ce que ça serait pas aussi une reconnaissance ? Reconnaître toutes les merveilles représentées par la vie. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va avoir une relecture de la nature, ou des choses qu'on a pu voir ou entendre, des personnes qu'on peut rencontrer, etc. Par exemple, par rapport à la reconnaissance, il y a un homme qui a été amoureux plusieurs fois de femmes, bon, très très bien. Et puis à un moment donné, il a une forte dépression, etc. Et il rencontre une femme dont il tombe éperdument amoureux. Bon, il comprend que la femme dont il tombe amoureux n'est pas du même niveau que lui. Au niveau de l'amour, au niveau de l'amour, de la conscience de l'amour, etc. Et il s'est trouvé que cette femme dont il est tombé amoureux avait une jalousie parce qu'il avait connu d'autres femmes ou connaissait d'autres femmes. Et donc, comme il aime cette femme, par devers son propre conscient qui est rancunière, etc., qui n'aime plus, qui veut se séparer de lui, etc., malgré le fait que cette personne veut se séparer de lui, eh bien, au fond de lui, il aime toujours. Parce que il a réussi, par la relation qu'il a pu avoir avec cette femme, de garder en lui l'image qu'il a de cette femme et la mémoire de la peau, notamment, de cette femme. Donc, même si cette femme ne veut plus le voir, eh bien, cette femme sera toujours en lui. Alors, on ne va pas s'égarer, on reviendra sur la notion de révélation, mais je vais m'appuyer sur ton dernier mot là, la mémoire de la peau. Mémoire de la peau, oui. Tu pourrais nous en parler un petit peu de cette mémoire de la peau, parce qu'on en parle peu. Mais la mémoire de la peau, c'est un concept que Budo, des arts martiaux Budo, parce que le Budo, c'est l'art primitif des Japonais, qui a donné naissance au Kendo, au Judo, Karaté-Do, etc., les autres arts martiaux japonais. Ils ont appris que la mémoire de la peau a une connaissance
de l'ensemble de nos ancêtres, parce qu'on est issu de nos ancêtres également, et de tout contact qu'on a vis-à-vis des uns par rapport aux autres. Hein. La mémoire de la peau, tu sais, c'est très simple. Tu sais, quand tu rencontres une personne qui est perverse ou qui n'est pas bien, etc., quand tu la sens en énergie, tu vois, tu lui serres la main, par exemple, tu fais la bise, tu ressens une forme de répulsion par rapport à cette personne, parce que tu sens que cette personne a une aura qui est massacrée ou qui a une grave problématique, en fait. Et bien, par cette répulsion, par sa mémoire de la peau, tu comprends qu'elle n'est pas saine. Et à contrario, d'autres personnes que tu aimes, etc., quand tu touches la peau, il y a une unicité qu'il y a au niveau de la peau, il y a un mariage de la peau qui fait qu'au niveau des énergies se marient déjà avant que tu te touches, mais dès que tu touches, tu as une sorte de connectique qui s'effectue, et à ce moment-là, tu as une émergence d'émotions, de sensualité, ou dans l'instant. Dans l'instant. Bien sûr. Dans l'instant. Et c'est là où la mémoire de la peau est extrêmement importante, c'est que non seulement tu peux vivre quelque chose d'extraordinaire dans l'instant, mais en même temps, l'instant est en permanence à l'intérieur de toi. C'est ça qui est fabuleux dans la mémoire de la peau. C'est qu'on conserve à l'intérieur de soi toute la mémoire des relations qu'on a pu avoir avec les êtres humains. Ou les animaux, ça ne sais pas. Revenons donc sur cette notion de déclic, etc. On a vu que un certain nombre de fois, c'est la souffrance qui crée le déclic. C'est la souffrance qui crée le déclic. On peut parler aussi d'un déclic involontaire qui ne soit pas lié à la souffrance. Tu sais, autant que nous sommes, on a connu ça par moments dans la vie. Un déclic, tout d'un coup, bim, une étincelle qui nous fait réagir, qui nous change, etc. On est bien d'accord qu'il n'y a pas besoin de souffrance pour involontairement avoir cette étincelle, ce déclic. Alors, il ne peut pas y avoir forcément de souffrance, il peut y avoir une recherche. Alors, voilà. En amont. Absolument. Il peut y avoir une recherche primitive. Oui. Après, la question fondamentale, c'est se poser, est-ce que sa recherche ne vient pas d'une souffrance dont tu ignores la chose? Ah, peut-être. Et oui, parce que ça peut être transmis par génération par génération. Peut-être. En tous les cas, tu vois ce que je veux dire? Entendu. Mais... Tu vois, je vais te donner imaginez le propos. J'ai mon père qui décide d'un accident de voiture. Et donc, j'étais gare Saint-Lazare. Et parce que mon père était cheminot, donc il partait en Normandie, donc il était sur les quais, et mon père est mort. Et au moment où j'étais sur le quai de la gare Saint-Lazare, eh bien j'ai eu un déclic, j'ai une image de mon père qui revenait parce qu'il fumait, etc. Et j'ai compris pourquoi mon père il fumait. J'avais une prescience que mon père fumait, j'ai une révélation qui est venue dans une forme de déclic. Mais ce qu'il faut savoir quand ça vient, c'est que si je peux avoir appréhendé ce genre de phénomène, c'est que j'ai énormément souffert. J'ai souffert de manière terrifiante. Je suis passé par des moments terribles qui m'a mis sur une onde ou une fréquence qui me permettent de percevoir au-delà, si tu veux, de la vie de tous les jours, un monde qui peut être parallèle. Et que j'appelle ça, moi, l'inframonde, en fait. Voilà. On pourrait l'appeler comme ça. Voilà. En tous les cas, effectivement, le conscient, c'est comme une onde radio, une fréquence radio. C'est une fréquence agitée. Elle est agitée. Mais conscient et inconscient. Tout le corps est radio. Hein. Oui, oui. Mais au niveau du conscient, oui, c'est... Absolument, mais on n'est pas sur la même fréquence, c'est surtout ça. Exactement, voilà. C'est-à-dire que l'inconscient est sur une fréquence, l'inconscient sur une autre fréquence, et l'important, il faut qu'à ce moment-là, que le conscient se mette sur la même fréquence de l'inconscient, et à ce moment-là, l'inconscient va donner des éléments au conscient par rapport au niveau du ventre. Exactement. Ça vient du ventre. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un autre phénomène qui se produit, ce qu'on appelle dans la télépathie. J'ai toujours pensé qu'au niveau de la télépathie, on recevait les informations par le cerveau, par l'encéphale. Bien non, on reçoit les informations par le système nerveux entérique, par l'estomac, les intestins. L'émetteur-récepteur, mais le récepteur notamment au niveau télépathique, on le reçoit d'abord dans le système le cerveau entérique, qui après le propulse au niveau du conscient, à condition que le conscient soit en harmonie avec l'inconscient. Oui. Alors là, tu touches du doigt quelque chose qu'on retrouvera dans le module prochain. C'est cette confusion que le commun des mortels a de penser que c'est le haut qui est supérieur, on pourrait dire, par rapport au bas. Oui. Et c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. La connaissance, la vérité vient de l'inconscient et le mensonge, la fabrication de concepts totalement erronés viennent du conscient. Oui, et donc on reparlera de cette notion de bas avec la sexualité, mais bas au sens noble et non pas au sens péjoratif. Au sens noble du terme, mais il faut savoir que du temps du Moyen-Âge, l'estomac et les intestins étaient, on s'en souciait beaucoup.
énormément, Oui. hein, et on avait une prescience comme quoi il fallait y faire très attention. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un comment ça va, c'est comment ça va tes intestins. Oui, tout à fait. Et dans le langage courant maintenant, c'est comment ça va, mais comment ça va, voilà, tu vois. Donc, terminons sur cette notion de déclic. Déclic involontaire, via la souffrance ou par la recherche, effectivement. Éventuellement, on pourra peut-être en reparler. Et puis, déclic volontaire, c'est-à-dire de rechercher à converser, enfin, à nouer, renouer avec l'inconscient. Là, on retrouve des pratiques telles que la méditation, telles que la transe. La transe. Okay. Rappelez-nous encore, qu'est-ce qu'il peut y avoir, hormis ces deux pratiques, je dirais, délibérées. Parce que... Ben, j'en vois pas d'autres. L'auto-hypnose. Hein. L'auto-hypnose. L'auto-hypnose, oui. qui permet également de se mettre dans des états de transe remarquables, des autosuggestions. Hein, voilà, donc ce sont des moyens, enfin, là, à cette heure de la matinée, c'est celle que je vois aujourd'hui. Très bien, mon cher Lionel. J'espère que tu es bien réveillé quand même. Bon, alors, si on revient un tout petit peu dans l'histoire avec un grand H. Ah oui. Tu n'es pas le premier à évoquer cela. Il y a des plus dans ce que tu dis, on va bien réinsister tout à l'heure. Mais ici ou là, au fil des siècles, on a eu soit un collectif d'humains, on va donner un exemple, soit des humains ici ou là, qui se sont aventurés très lointainement sur ce chemin. Revenons simplement sur un collectif d'humains, les chamans. Les chamans. Hein, si tu veux bien, tu vas nous en reparler un petit peu de ces chamans. Et puis ensuite, on va parler d'un personnage quand même qui est très souvent cité, c'est Bouddha. Bouddha, oui. Et c'est là où on pourra vraiment basculer sur la notion de l'instant sous une autre forme. Le chamanisme, il y a des millénaires de cela, les chamans, ils avaient alors la préscience ou la science, reçu cette science ou intuité cette science, en tous les cas, ils savaient se mettre en relation avec l'inconscient. On est bien d'accord ? Tout à fait. Soit par des plantes, soit, et c'est plus intéressant au niveau de la fréquence, par du son. Oui. Et souvent par du tambour. Par le tambour, hein, par une musicalité ou par une sonorité à caractère hypnotique qui durait pendant très longtemps, voire pendant des heures. Quelques mots par rapport à ça ? Disons que le tambour fait une fréquence qui met dans une transe parce que ça rejoint la naissance au niveau du bâtiment du cœur. Ah. Et le fœtus a une conscience du cœur très importante parce qu'il entend le cœur de sa mère. Oui. Et donc en fin de compte, quand il bat le tambour, et ça rappelle sa mère, et à ce moment-là, il se met dans cet état-là parce que ça le remet à l'état fœtal, n'est-ce pas ? Vierge. Et vierge. Et donc à ce moment-là, la télépathie ou les prémonitions qu'il peut avoir sont d'autant plus puissantes qu'à ce moment-là, il va pouvoir, en fonction des questionnements qu'il peut avoir ou des révélations qu'il peut faire, en se mettant dans une transe, de se mettre à l'état d'origine, en fin de compte, et de pouvoir répondre à des questions par rapport à la pluie, par rapport au beau temps, par rapport aux récoltes, par rapport à la fécondité, par rapport au bonheur de tous les êtres, etc. Et se mettre dans un état de transe permet d'avoir une lecture grâce via l'inconscient à ce qui peut arriver notamment dans le présent, hein, éventuellement dans le futur. Et effectivement, et là encore, bon, la terminologie n'est pas la même que celle que nous empruntons nous, mais eux, les chamans, ils parlent d'aller converser avec des alliés, enfin des gens des entités, enfin ce que l'on veut, qui, en tous les cas, qui ont une volonté d'aider, de soutenir. Hein? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est comme je parle souvent de l'inframonde. Je pense qu'il doit y avoir ce qu'on appelle des esprits parallèles, etc., mais qui émanent du corps de chaque être, en fait. D'accord ? Oui. Et donc, ça le fait ressortir de l'inconscient, si tu veux, pour que tu puisses t'aider. Mais pour que ce soit actif, on peut également le faire en sorte que ce soit extérieur. Vous le visualisiez comme quelque chose qui est extérieur, alors qu'en fait, c'est intérieur. C'est à l'intérieur de son propre corps, en fait. Absolument. Ouais. C'est bon parce que oui, tu me faisais penser aussi aux anges, on appelle ça les anges. Oui, c'est ça. Donc, tout à fait. Quelle que soit la dénomination, là encore. Quelle que soit la dénomination, c'est ce qui est en soi, mais qui nous est révélé par l'inconscient. Ouais. Voilà. Et combien de personnes se disent avoir le sentiment, ou plus que le sentiment, des fois, d'être aidées, d'être soutenues par un ange ou par des anges. Tout à fait. Et c'est en fait l'inconscient qui est son allié, qui est la représentation justement de ses alliés intérieurs. Voilà. Alors de la même manière,
avant que de parler de Bouddha, je voudrais revenir, parce que là encore, c'était pas prémédité. Tu me parlais tout à l'heure de recherche, quand on est en recherche. Et je t'avoue que je pense que je ne dois pas être le seul, mais plusieurs fois dans ma vie, ayant intensément parlé à mon inconscient, désirant trouver quelque chose que je ne savais pas, dont je ne connaissais pas la localisation, mais informant mon inconscient avec des phrases très simples et relativement puissantes de mon désir, à un moment ou un autre, ma recherche était atteinte et il y avait un déclic. Tout à fait. Il y avait un déclic. Tout à fait. Mais ça, les étudiants le savent très bien. Lorsque il y a un problème mathématique qu'on n'arrive pas à faire le soir, on se dit, bon sang, j'aimerais avoir la réponse. Absolument. Et le lendemain matin, eh bien, on se lève, on a la réponse. Tout à fait. C'est-à-dire que pendant la nuit, l'inconscient a donné la solution au conscient. Absolument. Tu vois, donc l'inconscient est toujours quelque chose de très simple. Et il agit toujours en un instant, la philosophie l'instant. Tout à fait. En un déclic, en un éclair, hop, il y a la lumière. L'étincelle. L'étincelle se met à l'intérieur de l'être et trouve la lumière et la voie de la sagesse et de la connaissance. Et de la connaissance. Bien sûr. Bouddha. Oui, Bouddha. Oui. En fait, on se faisait une réflexion il n'y a pas très longtemps, pour la petite histoire, l'avons-nous dit, je ne me souviens plus, nous sommes connus en Thaïlande. Et en fait, petit clin d'œil de l'histoire, c'est que c'est le pays sans doute où le bouddhisme est le plus développé, en tous les cas, le plus répandu. On l'aura compris depuis plusieurs modules, Bouddha nous accompagne, il n'est pas du tout le seul, loin de là, mais c'est une figure incontournable et qui va nous permettre de revenir à cette notion d'instant. Bien sûr. L'instant présent. Alors, quelques mots par rapport à ça. Je sais qu'il y a une citation que tu aimes bien nous dire régulièrement. Ah oui, je le dis très souvent, c'est une citation de Bouddha qui dit « Le futur n'est pas encore, le passé n'est plus à jamais, que vous puissiez vivre ici et maintenant, au présent, dans le détachement et l'impermanence des choses. » Tout à fait, on reparlera de l'impermanence aussi. Donc, allons un tout petit peu plus loin, l'instant présent, Bouddha, qu'est-ce qu'on peut en dire Eh bien, disons que Bouddha a eu une souffrance originelle suite à un deuil, il n'arrivait pas à se sortir de cela, et sa philosophie a été de comprendre que l'instant est l'un des meilleurs moyens d'empêcher la souffrance de passer. Ça fait un barrage, si tu veux, mental, qui permet au conscient de ne pas souffrir, et au corps de ne pas souffrir également. Voilà, c'est-à-dire que de voir une fleur, de voir un oiseau, de s'émerveiller devant un enfant, devant une situation, devant quelque chose qui est beau, romantique, être dans l'instant, dans la petite clochette, dans une rue que tu puisses entendre, par exemple, qui teinte, eh bien à ce moment-là, il y a plusieurs phénomènes qu'il y a. Il y a l'instant de la musicalité du son de cette clochette, et après il y a un autre instant qui est important, c'est l'instant du silence. Et donc ces instants-là, aussi bien du bruit de la clochette ou du son de la clochette et du silence qui fait juste suite, nous imprègne de l'instant, où ça nous fait apprécier le silence, nous fait apprécier la clochette, et la clochette nous fait apprécier le silence. Il y a une harmonie entre les deux en fin de compte. Tu me fais penser à une citation sur Mozart, je ne sais plus qui a dit que suite à la dernière note d'une sonate de Mozart, le silence que l'accompagne, c'est encore du Mozart. Tout à fait, c'est la continuité, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'écho, tu vois, l'effet de l'onde, tu vois, la fréquence en fait. C'est-à-dire que la fréquence traverse le silence en fait. C'est pour ça que le silence qui est rempli d'une fréquence, le silence au niveau audible, mais au niveau des infrasons, si tu veux, ça est audible en fait. Bouddha, il n'a pas parlé de Dieu laïque. Mais il nous a dit que nous étions tous des Bouddhas en puissance. Nous étions tous des Bouddhas en puissance. Nous avons la capacité de nous mettre en relation avec l'inconscient à tout moment. Et il y a même un Vietnamien, je ne connais pas le nom, le nom Tin.
Oui, Nancha, oui. Nancha. Vas-y, oui. Voilà. Eh bien, lui qui dit des phrases tout à fait extraordinaires, qui est complètement marié avec l'instant en permanence, hein, mais lui, dans sa phrase, il dit « J'inspire et je prends conscience de tout mon corps, j'expire et je prends conscience de tout mon corps. » De nouveau. J'inspire, je prends conscience que je suis heureux, j'expire, je prends conscience que je suis heureux. J'inspire, je prends conscience que je suis joyeux, j'expire et je prends conscience que je suis joyeux. J'inspire et je prends conscience que je me libère de tout, j'expire et je prends conscience que je me libère de tout. J'inspire, je prends conscience que je me détache de tout. J'expire, je prends conscience, je me détache de tout. Justement. Et c'est cette philosophie de l'instant qui rentre dans la respiration. On appelle ça respiration Bouddha. Voilà, si vous voulez la pratiquer, vous répétez les propos. Ça s'appelle la respiration Bouddha et qui vous imprègne en permanence de la philosophie de l'instant. Alors justement, cette philosophie de l'instant, elle nous permet de nous exonérer de la notion de temps. Absolument. Alors, et là tu as un axiome d'ailleurs. L'axiome de la philosophie de l'instant. Ah oui, les philosophies de l'instant, oui. C'est immortalité, c'est l'intemporalité plus l'immatérialité égale l'immortalité. Entendu. Et parce que quand on est dans l'instant, on s'exonère de la notion de temps. La notion de temps. De toute façon, les amoureux le savent très bien, quand deux êtres s'aiment, ils sont dans l'immatérialité, ils sont dans l'intemporalité, ils sont dans l'immortalité, ils sont dans un état d'extase hypnotique totalement fabuleux, où ils sont coupés du monde. Hein, d'ailleurs, quand on est amoureux, je vous rassure, on est coupé du monde. Oui, dit-il. Ce grand amoureux à travers les âges. Coupé du monde extérieur pour être complètement vrai. Vrai, puisque à ce moment-là, le conscient et l'inconscient se mettent sur le même niveau de fréquence, hein, et donc il y a des vibrations où les amoureux s'auto-alimentent les uns par rapport aux autres, par la parole, par le regard, par le baiser, par le rapport, par la relation, par la sensualité, etc. Et donc il y a, aussi bizarre que ça puisse paraître, une forme d'intemporalité où on pense que chaque geste ou chaque regard ou chaque mot qui est précité est éternel. Vous propulse dans le cosmos à ce niveau-là, et la notion de matérialité et de temporalité s'efface. C'est pour ça que les amoureux n'ont jamais assez de temps pour rester ensemble, et que malheureusement la temporalité et la matérialité les empêchent de vivre l'instant plus souvent. C'est ça. L'instant pour eux, si on fait, si je synthétise, c'est comme une éternité. C'est comme une éternité, mais ça rejoint un peu la définition du bonheur. Je dis, qu'est-ce que le bonheur? Savez-vous ce que c'est que le bonheur? Eh bien, le bonheur, c'est un bon gâteau. Très bon gâteau, hein, chocolat ou pas, j'en sais rien, un très bon gâteau, dont vous n'avez le droit d'en manger une part que de temps en temps. Voilà. D'accord. Et le reste du temps, c'est quoi les miettes? C'est quoi? Eh bien... Bon. Détachement. Notion de détachement. Détachement, oui. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire quelque chose par rapport à ça? Le détachement, à partir du moment où on est dans la philosophie de l'instant, on se détache des contingences matérielles et temporelles, et à ce moment-là, on entre dans une autre fréquence, une autre dimension, où ça permet à l'inspiration, à l'intuition de venir plus facilement, et de mieux travailler, de mieux vivre l'existence que nous avons aujourd'hui, de vivre dans le détachement des contingences matérielles et temporelles. Justement, on va en parler parce que nous sommes à un petit quart d'heure là de la fin. Oui. Alors, pour peu que les propos que nous tenions intéressent nos auditeurs, enfin spectateurs, très bien. Qu'ils soient plus ou moins sur le chemin de cela, très bien. Toutefois, concrètement au quotidien, être dans l'ici et maintenant n'est pas aussi évident que cela. Oui. Comment, même si l'on cherche à privilégier le plus souvent possible des phases d'instantanéité, voilà, ne jamais s'aventurer dans un mot trop complexe, on s'embourbe. Comment parallèlement à ça, comment confronté aux vicissitudes matérielles, comment faire? Y a-t-il une parade, un moyen, enfin...
Concernant quoi la question? Concernant le fait que nous sommes confrontés à des vicissitudes matérielles. Ces vicissitudes matérielles, est-ce que je peux m'en détacher? C'est très beau dans la manière de le dire, mais concrètement. Concrètement, lorsqu'on a des contingences matérielles et temporelles, il faut associer cela à un entraînement mental, à des exercices mentaux pour vous empêcher de vieillir. Tout simplement. C'est très simple, c'est-à-dire à partir du moment où tu as une activité, tu fais marcher tes neurones, et à ce moment-là, tu ne vieillis pas. Parce que quand tu es dans le mouvement, eh bien, tu ne vieillis pas. Si tu es statique, tu ne bouges pas sur un fauteuil et que tu ne fais rien avec tes mains, eh bien, à ce moment-là, tu vieillis prématurément, tu te dessèches et tu perds ta fonctionnalité. Voilà, mais mon cher Lionel, imagine une personne comme un des mortels. Il entend ce que tu dis, il me dit mais moi quand je vais faire les courses et que quand je suis au travail et que même si mon travail me convient parfois, on en reparlera d'ailleurs de ça, me convient parfois, je suis plutôt dans des contraintes, habité de contraintes, etc., de sollicitude de toutes parts. En plus, ce monde est fou, c'est un monde de l'urgence. Je voudrais vivre le plus souvent possible dans l'ici et maintenant, mais je ne peux pas m'abstraire de ce monde matériel. Oui, parce que tu n'en as pas conscience. Le problème, tu n'as pas conscience de l'instant. Ah mais comment puis-je faire? Tu es perpétuellement, tu es perpétuellement projeté dans le futur. Oui. C'est-à-dire quand tu manges pas, tu penses. Et moi je dis aux personnes, quand vous mangez, concentrez-vous quand vous mangez. Quand vous prenez un train, concentrez-vous quand vous prenez un train. Quand vous fermez, et ça vous allez vite le comprendre, quand vous fermez votre porte à clé, il y a des gens qui partent et qui reviennent pour vérifier que la porte est bien fermée à clé. Mais ils font 3 allers-retours. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas conscience de leur acte. Ils perdent la notion de réalité. Ils ne se posent pas. Ils ne se posent pas. C'est-à-dire que le conscient n'est pas tranquille. Il est agité. Il est tout à fait agité. Il est décentré, il est comme une toupie, il est en vrille. Il est en vrille parce que la personne qui fait ça ne prend pas l'habitude de s'occuper bien de soi. Quand tu te laves de brosser tes dents, par exemple, ça peut être un plaisir de se brosser les dents. Quand tu te rases, ça peut être un plaisir de se raser. Absolument. Tu peux chanter sous la douche. Tu peux prendre plaisir à te laver, tu peux prendre plaisir à manger, tu peux prendre plaisir à prendre ta voiture, parce que c'est bien dans une voiture. Tu peux prendre plaisir à être dans un train, tu peux être plaisir à voir quelque chose en tant qu'esthète, un bâtiment, une personne, un arbre, goûter à la vie de chaque instant. Avec volupté. Et en plus, il y a une philosophie d'un Périgourdin chez nous qui faisait une chose extraordinaire au niveau post-hypnotique. À chaque fois qu'il ouvrait la fenêtre de sa maison, tous les matins, il disait « Et Tagadak, encore une belle journée ». Eh bien, rien que par ce mot magique qu'il se disait, eh bien, c'était quelqu'un qui était souriant toute la journée. Oui. Voilà. Là encore, on retrouve, parce qu'il y a la simplicité des choses. On retrouve un certain Émile Coué. Tout à fait. Fin du 19e, avec sa fameuse méthode. Tout va bien. Et demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui. Ah oui. Aujourd'hui, il est encore meilleur qu'hier. Tout à fait. Si on veut le dire. Oui. Et sa fameuse phrase, tous les jours et de plus en plus et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Mais absolument. Voilà, c'est de tout dans la simplicité. Oui. Plus le conscient est dans la simplicité, plus il a une harmonie avec la vérité et avec son inconscient, puisque l'inconscient c'est la vérité. Possède la vérité, bien sûr. Donc, toi, ton message, c'est au quotidien. Au quotidien, oui. C'est tout est chercher d'abord à s'allouer, si c'est possible, des séquences de temps où l'on peut être en méditation, en auto-hypnose, en tout ce que tu veux. C'est ça. Là vraiment c'est délibéré, c'est un temps qui nous appartient. Voilà. Nous ne sommes sollicités par personne, ou alors nous le faisons en commun avec des personnes qui partagent une telle pratique. Très bien. Au-delà de cela, il reste un certain nombre d'heures dans la journée, et parmi ces heures, il y a des moments, il y a des séquences en fait, où l'on peut encore pratiquer cet ici et ce maintenant. C'est une permanence. Oui. Alors, chercher à le faire en permanence, mais il y a des moments où on ne va pas pouvoir le faire quand on sera sous des formes de Oui, alors, il faut être tolérant dans ce genre de philosophie, la philosophie de l'instant, parce que sur le point de vue hormonal et endocrinien, eh bien à ce moment-là, on connaît très bien le syndrome prémenstruel des dames, n'est-ce pas? Par exemple. Nous les hommes aussi, nous avons nos règles, entre guillemets. Non, métaphoriquement parlant. Alors je vous le dis tout de suite, je suis un hybride. On peut être lunatique.
On peut être très lunatique, soumis à l'influence de la Lune, il y en a qui sont à ce niveau-là. Et donc on est fluctuant, d'où l'impermanence des choses. Mais le détachement et l'impermanence des choses, la phrase de Bouddha, être dans l'impermanence et les deux détachements. Pourquoi ? Parce que on peut être bien apprécié, etc. Mais on peut, par exemple, se fouler une cheville, on peut avoir un accident, on peut avoir une personne qui vous crie dessus, quelqu'un qui fait une projection, etc. On peut avoir une agression extérieure. C'est certain que là, pour être zazen et tranquille, on reçoit quand même l'induction négative dans le corps. Tout à fait. Et il faut avoir une tolérance pour se dire, à ce moment-là, je ne veux pas bien réagir ou je ne veux pas être en bonne phase. Ce n'est pas grave. On dédramatise la situation. Tout à fait. Et c'est ça il faut être tolérant. L'inconscient est très tolérant. Il faut se donner une tolérance à l'erreur. Parce que si on ne se donne pas de tolérance à l'erreur dans ce type de philosophie de l'instant, la philosophie de l'inconscient, eh bien à ce moment-là, on peut rentrer dans une rancune, une culpabilité, une colère, une peur, une frustration. Il ne faut surtout pas tomber dans aucun de ces domaines-là. Comprends-tu ? Tout à fait. Je vais revenir sur un de tes mots, c'est dédramatiser. Il y a des personnes dont on peut mesurer une certaine forme de sérénité dans la journée, même des personnes qui sont confrontées à des situations vraiment pas évidentes. Moi, j'ai souvenir de quelqu'un que j'ai connu qui travaillait aux urgences des hôpitaux. Le détachement, c'est une forme un petit peu amusée, tu vas peut-être mettre d'autres adjectifs, un peu ludique, de tout ça n'est pas grave. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on... pour être dans la philosophie de l'instant, dans des dispositions difficiles ou complexes, l'humour est un redoutable médicament contre le stress, en fait. Parce que les choses sont des fois tellement dures à voir ou entendre que si on n'a pas d'humour, à ce moment-là, le conscient va être prégnant à ce niveau-là. C'est pour ça que les personnes qui ont beaucoup souffert d'agressions verbales, physiques, etc., ce sont souvent des personnes qui ont beaucoup d'humour. D'ailleurs, les humoristes qui ont beaucoup d'humour, ce sont souvent des êtres qui ont beaucoup souffert. Voilà. Et cette arme-là nous permet de nous reconnecter à la philosophie d'instant. L'humour est un paramètre, est un outil, est un élément que nous possédons, que possède l'inconscient, qui est la dérision, savoir se moquer de soi, ne pas se prendre au sérieux, rester humble et simple. Être humble, c'est être dans l'humus, être dans la simplicité, et de faire en sorte que rien n'est grave. Et comme je dis souvent à mes patients, il y a 3 options à choisir. Vous allez choisir les options. C'est 1, dédramatiser. Bien sûr, première option, il faut bien réfléchir. La deuxième option, attention, dédramatiser. Et troisième option, dédramatiser. Je n'ai pas bien compris. Tu pourrais nous répéter ? Je plaisante. À ce sujet, d'ailleurs, toi, tu nous as composé un tout petit haïku, un petit poème. Tu sais, rien n'est... Ah oui, un petit poème. Rien n'est sérieux. Rien n'est grave. Oui. Soyons heureux, et le conscient à la cave. À la cave. La cave, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient. Que le conscient aille voir l'inconscient. Voilà. Oui. Alors, petite remarque d'ailleurs qui est très amusante, c'est moi qui t'ai permis de le découvrir, ça. Oui. Il faut savoir que Lionel fait des quatrains, des poèmes souvent en 4 lignes, depuis que je le connais, et il ignorait complètement l'existence de ce qu'on appelle les haïkus ou haïkus japonais. Ce qui m'a laissé à penser que quand on est sur le chemin de l'inconscient, quel que soit le chemin qu'on emprunte, on finit par se retrouver sur la même voie du milieu, et donc avoir des comportements ou des manières de faire qui sont semblables à ceux qui par d'autres chemins arrivent sur cette voie du milieu. Oui, tout à fait. Ce qui m'a surprend avec Philippe, qui est un érudit, je lui donnais beaucoup de concepts par rapport à l'inconscient, le dieu laïque et tout le développement qu'on a fait sur nos épisodes. À chaque fois, il me réfère sur des personnes qui ont déjà fait ça, ou qui ont déjà dit ça, ou qui ont déjà fait ça. C'est-à-dire que par ma souffrance, mon inconscient me donne des éléments qui me dépassent très, très souvent, enfin dont je prends conscience quand même, qui me dépassent, mais après dont je comprends la profondeur, et qui se révèlent en fait que d'autres personnes auparavant l'ont dit, écrit, que ce soit des Grecs, que ce soit toute personne, quelles que soient les pays, les philosophies, que ce soit en Inde, etc., qui se réfèrent à mes travaux. Et ça rejoint ce que dit Philippe, c'est que lorsque les êtres sont en souffrance et ont souffert énormément, eh bien, ils trouvent toujours ce qu'on appelle la voie de la vérité. Et la voie de la vérité peut être commune à l'ensemble des inconscients et peut être révélée à tout un chacun.
Voilà, ça c'est l'une des plus belles leçons d'humilité qu'on puisse avoir, et c'est pour ça qu'au-delà de 20 ans de recherche, où j'ai trouvé cette formule tout à fait redoutable qui va pour moi révolutionner beaucoup de choses, ce qui est l'inconscient de point, le Dieu laïque. Tout à fait. D'ailleurs, petite remarque, c'est une volonté de notre part que d'évoquer très très rarement des auteurs ou des ouvrages. Vous imaginez qu'on pourrait vraiment vous faire une sacrée bibliographie, ne serait-ce qu'aujourd'hui, parce que là, on n'a absolument pas parlé, par exemple, des philosophes traditionnels, que ce soit les Aristote, les Platon, les Schopenhauer, les Wittgenstein, enfin, etc., etc. On aurait vraiment pu s'aventurer là-dessus. Tout comme tout à l'heure, on parlait de la capacité de l'inconscient de nous aider la nuit à trouver ce que nous cherchions. Il y a des ouvrages comme Psycho-cybernétique, etc., de Maxwell Maltz, qui sont vraiment des ouvrages de référence. Mais il y a une volonté de notre part, depuis le début, de ne pas vous abreuver avec ces termes. Le fait de pouvoir se rencontrer ici ou là lors d'une conférence pourrait nous permettre d'en parler. Je pense c'est d'ailleurs ce que nous faisons, parce que lors de nos conférences, absolument. Toutes les références livresques que peut avoir Philippe, et je lui fais confiance, vous seront données sans aucun souci. Absolument. Alors, en conclusion, il nous reste encore quelques minutes. Il nous reste à peu près 10 minutes. Oui, ça va être une belle conclusion alors, mon cher ami. Oui, cette conclusion, donc, philosophie de l'instant, donc les grandes notions, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on a dit? Au niveau de la philosophie de l'instant, on peut dire que ça a commencé dès l'origine. Entendu. Voilà. Que ça s'est pérennisé à l'intérieur de nous-mêmes au niveau de la méditation, au niveau de l'hypnose, au niveau des autosuggestions. On peut donc rappeler en fait le double objectif de l'inconscient. Lors d'un module précédent, Lionel, tu nous as fait part d'un premier objectif qui était celui de la survie. Quelques mots récapitulatifs avant de parler de... La survie de l'inconscient, le premier objectif, c'est de naître, survivre, faire des enfants, les élever et mourir. Et voilà. Le but là serait d'abord, il est déjà complètement dans la vocation de la création et de la procréation. Création, procréation, tout à fait. Oui. Et il est le suivant également, c'est de pérenniser l'espèce humaine. Pérenniser l'espèce humaine. Afin d'avoir l'assurance pour chaque être humain qu'il puisse vivre. Voilà. Le deuxième objectif de qualité supérieure, nous pourrions dire, de l'inconscient, qui est la finalité de l'inconscient et qui est celle de la philosophie de l'instant. C'est ça. Nous sommes bien d'accord. La philosophie de l'instant et la finalité de la philosophie de l'inconscient. Et cette finalité de l'instant, en fait, elle est liée à une notion d'unité. C'est-à-dire que nos consciences sont composées d'une multiplicité, d'une mosaïque de pensées, d'idées, d'émotions. Nos bibliothèques mentales en sont pleines, mais elles sont multiples, elles sont divergentes. Le but d'être en connexion maximale, optimale avec l'inconscient, c'est de revenir à l'unité, de revenir à l'un. Tout à fait. Être un. Être un. La philosophie de l'instant permet à l'être humain de connecter son conscient à l'inconscient pour ne faire qu'un seul cerveau en fin de compte, de refaire qu'un seul être. Qu'un seul être. Qui est même l'être d'origine, puisque nous sommes issus d'êtres unicellulaires immortels, ce qui est le fondement de l'humanité telle que nous sommes actuellement. C'est ça. Voilà. Notre inconscient, il est détenteur du grand secret. En fait, le passage, la passerelle, la clé pour se connecter à cet inconscient, oui, c'est la philosophie de l'instant, c'est ça la clé. La clé, c'est la philosophie de l'instant, qui est la clé de l'humanité et qui permet à tout un chacun de ne plus jamais souffrir dans sa vie. Écoute, voilà. Sur ces belles paroles, en espérant que nos propos encore d'aujourd'hui vous ont au minimum intéressé, eh bien, nous vous remercions pour votre attention. C'était encore un plaisir, mon cher Lionel. Il est toujours partagé. Et nous vous donnons déjà rendez-vous pour un module, un 9e module, qui est très important, qui est celui de l'inconscient par rapport à la sexualité. L'inconscient et sa sexualité. Vous trouvez pas que, vivant régulièrement de beaux instants sexuels, vous trouvez pas qu'il est réjoui comme un Bouddha, notre Lionel? On en reparlera, monsieur Philippe. On en reparlera. Bon, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.